On va maintenant passer au troisième dossier. Donc, vous recevez aux urgences Monsieur P, qui est un patient de 63 ans, qui a été victime d'un traumatisme du genou droit lors d'un match de football. Il a percuté de plein fouet un défenseur alors qu'il était sur le point de marquer le but du siècle. Et son fils a appelé les pompiers qui l'ont conduit jusqu'à vous. Première question, détaillez votre examen clinique. Deuxième question, vous obtenez les clichés suivants, interprétez-les. Troisième question, sur un faisceau d'arguments clinico-radiologiques, vous suspectez une entorse grave du genou droit. Détaillez alors votre prise en charge thérapeutique à court terme. Quatrième question, vous revoyez Monsieur P en consultation de contrôle 10 jours plus tard. Il avoue ne pas avoir complètement respecté vos prescriptions, mais il vous promet qu'il n'a pas quitté son attel. Par ailleurs, il a déjà nettement moins mal au genou. Donc détaillez votre examen clinique à cette consultation de contrôle. Cinquième question, Monsieur P vous avoue ressentir quelques douleurs dans la jambe, mais bon, ça l'inquiète pas. Et puisque vous insistez, il avoue qu'il a eu quelques petits crachats noirâtres, mais il tient pour responsable son paquet de cigarettes quotidien. Quel diagnostic suspectez-vous en le justifiant? Sixième question, quels examens complémentaires demandez-vous pour étayer votre suspicion clinique? Justifiez et argumentez votre démarche. Septième question, votre diagnostic est confirmé, il s'agit d'une forme non compliquée. Décrivez votre attitude thérapeutique. Voilà, on va passer à la correction. Donc c'est un dossier qui est clairement orienté en deux parties, avec une partie traumatologique et une partie non traumatologique. Donc d'abord, c'était détailler votre examen clinique. Évidemment, n'oubliez pas, quand on vous pose une question d'examen clinique, que ça commence toujours par l'interrogatoire. C'est riche en points et riche en informations. Donc il ne faut absolument pas l'oublier. On va regarder s'il y a eu des notions de lésions préexistantes sur le genou traumatisé, est-ce qu'il y a déjà eu auparavant des traumatismes du genou, est-ce qu'il y en a eu des graves, est-ce qu'il a été opéré du genou, c'est des choses qu'il faut absolument préciser. Ensuite, on est dans un contexte de traumatisme dont on ignore l'intensité. Et ça, il faut absolument pouvoir le préciser. Est-ce qu'il y a eu des traumatismes associés? Est-ce qu'il a cogné autre chose que le genou? Notamment la tête. Est-ce qu'il a cogné la tête? Est-ce qu'il a perdu connaissance? Ça arrive dans les traumatismes entre deux personnes de très haute intensité qu'on se cogne la tête suffisamment fort pour faire une perte de connaissance. Donc il faut absolument le chercher, ça va complètement transformer la prise en charge. Ensuite, on essaie de préciser le mouvement traumatisant. Est-ce que c'est un traumatisme direct, indirect, à quelle intensité? C'est des choses qui sont souvent difficiles pour les malades, ils se rappellent pas bien, ils ont pris un coup, quoi. Mais ils sont incapables de vous dire précisément ce qui s'est passé. Néanmoins, si vous pouvez avoir quelques éléments sur le mouvement traumatisant, ça va vous orienter vers les diagnostics lésionnels un peu plus précis. Est-ce que ça a craqué? Est-ce qu'il a senti ou entendu un craquement? C'est important, ça aussi, pour présager de la gravité. Les conditions du relèvement, c'est important. Est-ce qu'il s'est relevé seul ou est-ce qu'il s'est relevé avec l'aide de quelqu'un? Et ensuite, est-ce qu'il a pu marcher immédiatement au décours du traumatisme? Ces deux questions-là, c'est vraiment cliniquement des choses à l'interrogatoire qui vont vous permettre d'avoir une très sérieuse idée de la gravité du problème. Un malade qui a un traumatisme du genou, qui se relève, qui finit son match et puis qui a mal le lendemain, bon, c'est peut-être une entorse du genou, mais en tout cas, c'est a priori pas un argument pour que ce soit une entorse très très grave. Un malade qui tombe, qui sent un craquement terrible et qui peut pas se relever, et qui est incapable de marcher, qui se fait porter par les pompiers jusqu'aux urgences, on n'est pas du tout dans le même cadre de gravité. Donc c'est très important de préciser ces éléments-là dès l'interrogatoire. L'examen physique ensuite. Alors là, vraiment, un genou, on en a deux, ça s'examine de manière bilatérale et comparative, c'est pareil pour un poignet, c'est pareil pour les yeux en ophtalmo, c'est pareil pour tout. Quand vous avez quelque chose en deux exemplaires, vous regardez les deux exemplaires et vous commencez par celui qui est sain. On commence toujours par le genou sain. D'abord, ça fait moins mal, c'est important. Ça vous permet d'avoir une relation de confiance qui s'installe avec le malade. Ça vous permet de présager de la normalité, entre guillemets, physiologique de son genou, de celle que vous devez attendre en tout cas. Et ça vous permet ensuite d'avoir une idée précise comparative des lésions. Ensuite, on va rechercher un œdème du genou gauche, et donc c'est le genou sain, et ensuite un œdème du genou droit en comparaison. On va regarder s'il y a un choc rotulien. Alors vraiment, ça, le choc rotulien, c'est à la fois dans les dossiers et dans la vraie vie, ce qui va complètement vous orienter cliniquement vers quelque chose de grave ou de pas grave. Le choc rotulien, ça signe une hémarthrose. Ça aussi, c'est un mot-clé qu'il faut mettre. Le choc rotulien, c'est une hémarthrose, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans le genou. Que ce soit une fracture ou une lésion ligamentaire grave, vous n'avez pas d'hémarthrose dans un genou si ce n'est pas un traumatisme grave. C'est donc fondamental de chercher une hémarthrose, et le signe clinique de l'hémarthrose, c'est le choc rotulien. C'est vraiment indispensable à chercher, simple, en général pas très douloureux, et vous pouvez même faire sur des genoux qui sont très gravement traumatisés. Le choc rotulien, ça se cherche très facilement. Ensuite, évidemment, on va chercher une impotence fonctionnelle douloureuse. C'est un mot vraiment important, parce que cliniquement, c'est ce qui va être le plus criant, et parce que ça va être la première plainte du malade.
On cherche un fléchissement antalgique réductible. Le fléchissement antalgique, c'est très important, c'est aussi un signe clinique a priori de sévérité, en tout cas de douleur, donc de sévérité, indirectement. On cherche un déficit neurovasculaire d'aval. Pourquoi on cherche un déficit neurovasculaire d'aval spécifiquement? Vous vous dites, oui, on pourrait le marquer dans toutes les questions, etc. Là, il y a vraiment une vraie raison de chercher un déficit neurovasculaire d'aval sur un traumatisme du genou. Si on se luxe en arrière le genou, une luxation postérieure de genou, ça peut disséquer les vaisseaux poplités. Ça arrive, et le plus fréquemment, ça arrive qu'on les réduise avant de vous les amener. Soit ils se réduisent spontanément, soit il est réduit par les pompiers, ou que sais-je. Donc c'est pas parce que vous avez un genou qui n'est pas cliniquement grandement déformé, qu'il n'y a pas eu un traumatisme intense, qu'il n'y a pas eu une luxation postérieure, et qu'il n'y a pas eu de lésion vasculaire. Donc là vraiment sur les traumatismes du genou, compte tenu de l'importance des éléments nobles qui passent dans le creux poplité, il faut absolument chercher un déficit neurovasculaire d'aval. C'est indispensable. Et puis évidemment, on recherche d'autres localisations lésionnelles, comme toujours, face à un traumatisme dont on ne connaît ni l'intensité, ni le mécanisme précis. C'est indispensable, ça rejoint ce qu'on demandait à l'interrogatoire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu d'autres régions traumatisées. Ça rapporte des points, et dans la vraie vie, ça vous permet de ne pas passer à côté de choses importantes. Vous obtenez les clichés suivants, interprétez-les. Alors, là, c'est quelque chose de assez classique, finalement. C'est des clichés normaux, voilà. Des clichés normaux, vous voyez qu'il y a, a priori, rien du tout à signaler, il n'y a pas de fracture, c'est une vraie face et un vrai profil. Bon, c'est parfois quelque chose qui fait perdre beaucoup de temps à chercher un problème qu'on verrait pas. Il faut aussi savoir qu'il y a des clichés normaux qui sont tombables aux ENC. Il faut aussi savoir que un genou peut être gravement traumatisé sans fracture et donc sans lésion visible à la radio. Donc là, c'est des clichés, on les décrit évidemment, standard de face et de profil, et c'est des radios normales. Ça rapporte pas beaucoup de points parce que c'est pas très difficile, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Donc là, sur un faisceau d'arguments clinico-radiologiques, vous suspectez une entorse grave du genou droit. Clinico-radiologique, la radiologie, c'est évidemment la normalité des radios, donc c'est qu'il n'y a pas de fracture associée. Là, vous détaillez donc votre prise en charge thérapeutique à court terme. On est dans une question traitement d'une entorse grave du genou à court terme. Alors, on n'hospitalise pas une entorse grave du genou à court terme, c'est un traitement qui est donc ambulatoire. A priori, il n'y a pas de raison de l'hospitaliser, on ne va rien en faire de plus à l'hôpital. Il faut penser à dire ces choses-là. L'arrêt du sport, la décharge et le repos, il faut y penser parce que d'abord, si vous le dites pas, vous risquez de perdre des points. Et ensuite, si vous le dites pas, ils risquent de pas le faire. Vraiment, il y a des malades qui croient qu'il faut recourir tout de suite après son entorse de genou, sinon ils vont avoir une raideur ou je sais pas. Il faut les mettre en décharge, il faut les mettre en repos. Ça permet d'accélérer le rétablissement et ça permet d'éviter les lésions surajoutées. Donc, arrêt du sport, décharge, repos. Vraiment indispensable. Il faut leur dire vraiment. Le glaçage. Alors, le glaçage, c'est le meilleur traitement antalgique sur les traumatismes à chaud en tout cas. C'est un traitement antalgique local, un remède de grand-mère, mais qui marche extrêmement bien, d'autant plus qu'il est prolongé et qu'il est répété. Glacer 2 minutes après un coup, ça sert pas à grand-chose. Glacer 45 minutes 3 fois par jour, on est déjà dans une vraie démarche thérapeutique qui est très efficace. Donc glaçage prolongé et répété, ça se prescrit sur une ordonnance, le glaçage. Vous pouvez le faire et vous devez le faire. En surélevant de membre, simplement pour éviter qu'il gonfle. Les antalgiques de palier 2, évidemment, si vous lui donnez juste un antalgique de palier 1 dans le cadre d'une entorse grave, ça ne suffira pas. Les AINS en cure courte. Alors, évidemment, avec une gastroprotection IPP compte tenu de son âge, 62 ans, et en l'absence de contre-indication, alors ça, c'est un mot-clé qui est d'autant plus important que le sujet est âgé. Les AINS, c'est un médicament extrêmement toxique, que vous ne pouvez vous permettre de prescrire que si vous êtes certain que ça ne posera pas de problème et entouré de tout un tas de mesures de précautions à prendre pendant le repas, etc., etc. Et dans le cadre de cure courte. Donc vraiment prudence avec les AINS. Et pourquoi on peut les mettre ici en cure courte? Eh bien parce qu'on est très précocement après le traumatisme. Ça sert à rien d'instaurer des AINS à 72 heures d'un traumatisme. Ça se fait dans les 48 premières heures maximum. C'est que dans ces délais-là que ça a une efficacité réelle sur la diminution de l'inflammation qui va en découler. On fait une immobilisation antalgique en plus du repos et du traitement. Donc l'immobilisation antalgique, c'est quand même un mot-clé indispensable de tout traumatisme. C'est un truc qui vous rapporte des points, même si vous ne connaissez pas le diagnostic précis, si vous n'avez rien compris au dossier. Si vous pensez déjà immobiliser les membres traumatisés, vous gagnerez des points et vous rendrez service aux gens. Donc vraiment, dans la vraie vie, en pratique, c'est pas grave de passer à côté d'une fracture, mais c'est grave de ne pas immobiliser un malade qui a mal. Bon là en l'occurrence c'est un traumatisme du genou, donc on met une attelle d'extension, type Zimmer ou autre attelle d'extension. Anticoagulation préventive par HBPM sous-cute. Alors là, ça se passe de commentaires, évidemment c'est en l'absence d'insuffisance rénale. C'est un malade qui est traumatisé, qui a un traumatisme grave du genou, qui pourra très probablement pas appuyer sur sa jambe, voire même qui pourra pas du tout appuyer sur sa jambe, ou en tout cas pas du tout de manière complète, qui va être immobilisé.
c'est un malade qui a toutes les raisons de vous faire des complications thromboemboliques. En plus, vous voyez dans la suite du dossier la tournure que ça prend. Donc vraiment, vous ne pouvez pas faire ce dossier, avoir lu toutes les questions sans penser à lui mettre des anticoagulants préventifs. Sinon, enfin vraiment, vous êtes passé à côté du dossier. Ça rapporte que 2 points, mais c'est vraiment le gage d'une compréhension du dossier minimal. La marche est autorisée, ça sert à rien de l'orienter de marcher pendant 15 jours. Il faut qu'il se mette au repos, il faut qu'il se mette en décharge, mais il peut marcher entre 2 béquilles sans appuyer sur le membre et sans l'utiliser. Et puis évidemment l'arrêt de travail. Alors l'arrêt de travail, hein, ça il faut y penser. Travail avec l'entorse grave de genou. Si on n'est pas très motivé, si on ne fait pas un métier de bureau, c'est en général pas facile. Donc, bon, vous pouvez les arrêter jusqu'à la consultation de contrôle. Et on n'oublie pas la surveillance. Là, c'était trop beau, c'était trop facile. La question d'après vous disait déjà que vous alliez le revoir dans 10 jours. Donc, c'est un point offert. Consultation de contrôle. Numération plaquettaire bi-hebdomadaire puisqu'il est sous HBPM. Les radios de contrôle, ça sert à rien. On ne refait pas de radio de contrôle quand un malade a des radios initialement normales. Il ne va pas se faire une fracture dans les 10 jours qui le séparent de la consultation initiale et de la consultation de contrôle. Si c'est normal, c'est normal. On n'irradie pas les gens pour rien, on ne dépense pas des sous pour rien. Il n'y a pas d'intérêt à faire une radio si la première est normale. Ce sera vraiment un examen clinique de contrôle. Et donc, vous vous retrouvez en consultation de contrôle 10 jours plus tard avec le patient qui a rien fait de ce que vous lui avez dit, sauf évidemment porter la telle. Il dit qu'il n'a pas complètement respecté la prescription. Il a gardé la telle parce qu'il a bien vu que ça lui faisait moins mal, et d'ailleurs, il a nettement moins mal. Vous détaillez maintenant l'examen clinique d'une consultation de contrôle à 10 jours d'un traumatisme. Et alors là, évidemment, il vous dit qu'il n'a pas pris ses médicaments. Je veux dire, c'est une situation de vécu, de vraie vie. Le malade, il prend pas ses médicaments, c'est un malade qui n'a pas pris son traitement. Ok, mais au moins, est-ce que vous avez fait vos piqûres d'HBPM? C'est très important, parce que c'est ça qui peut entraîner une complication qui tue. C'est pas, j'ai pas pris mon Doliprane, c'est pas pour ça qu'on meurt. On meurt quand on n'a pas pris son anticoagulation, si on fait une complication thromboembolique. Donc ça, c'est vraiment la première question. Ah, docteur, j'ai pas pris mes médicaments. Ok, mais est-ce que vous avez fait au moins les piqûres? Voilà, c'est hyper important. Ensuite, interrogez-vous de savoir pourquoi il n'a pas pris vos médicaments. Pourquoi il n'a pas pris vos médicaments? S'il vous dit oui, j'ai pris au début et j'ai eu des boutons partout, etc., bah, vous allez diagnostiquer une allergie médicamenteuse. S'il vous dit oui, j'ai eu très mal à l'estomac, etc., vous allez vous demander s'il n'a pas un petit ulcère sous-jacent. Donc il faut savoir pourquoi il n'a pas pris ses médicaments. Les raisons de la non-observance, c'est indispensable à chercher. Ça rapporte des points et ça rapporte des informations. C'est utile. Et évidemment, dans ce contexte-là, à très haut risque thromboembolique, et dans ce contexte-là, dans le dossier qui est clairement orienté sur une maladie thromboembolique, vous allez regarder s'il a des signes de phlébite, donc les crampes dans le mollet, etc. Et s'il a des signes d'EP, dyspnée de l'heure thoracique, parce que l'EP, c'est la complication directe de la phlébite, et donc il ne faut pas s'arrêter à une recherche de phlébite, il faut aller plus loin. Donc vraiment, cette partie d'interrogatoire, c'est indispensable, et vraiment, c'est une situation réaliste, quoi. Ensuite, vous allez l'examiner. L'examen est encore une fois bilatéral et comparatif en commençant par le côté ça. C'est une phrase sous-corticale en traumatologie. C'est une phrase sous-corticale d'ailleurs en tout ce qui est symétrique. Ça, il n'y a pas de doute. On va rechercher. On est dans des conditions qui sont plus confortables. Le malade n'a plus autant mal. En général, il y a une régression de l'hémarthrose. Il est plus facilement examinable. Il est plus dans le contexte post-traumatique immédiat où il a une douleur terrible qui vous empêche tout examen intéressant. Donc là, vous allez pouvoir l'examiner de manière précise. Et par quoi on commence? Toujours par l'inspection. À l'inspection, s'il tient debout, on le met debout et on regarde s'il y a une anomalie de morphotype, un génuvarum, un génuvalgum. C'est important. C'est important, ça va vous donner des indications sur de possibles pathologies sous-jacentes du genou. Est-ce qu'il n'aura pas une arthrose surajoutée? Il a 62 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut vraiment chercher systématiquement une anomalie de morphotype. Une amyotrophie du côté qui a été immobilisé, c'est 10 jours, c'est pas beaucoup, mais parfois ça suffit à faire une petite amyotrophie. Et en tout cas, si c'est plus que 10 jours, si vous la revoyez à quelques semaines, vraiment recherchez-la, cette amyotrophie. Il faudra la traiter par de la kiné. Est-ce qu'il a encore une hémarthrose? Est-ce qu'il a encore un fléau mentalgique? Et en général, la réponse c'est beaucoup moins. Et donc, on peut évaluer les mobilités de manière active et passive, de manière beaucoup plus facile qu'à chaud. On n'est plus dans un contexte d'urgence douloureuse, on est dans un contexte d'examen à froid, ou en tout cas à semi-froid. Et donc, on peut en général l'examiner plus facilement. Et ensuite, on va faire l'examen systématique, rigoureux, d'un genou traumatisé à la recherche de lésions. Donc de lésions qui sont non osseuses, puisqu'on a vu par les radios initiales qu'il n'y a pas de fracture. Donc ça va être essentiellement des lésions ligamentaires et méniscales. On va rechercher des lésions du ligament croisant antérieur. Alors ça, évidemment, on connaît tous, vous connaissez les signes. Donc c'est le tiroir antérieur qui a une spécificité qui est très modérée, puisqu'on ne peut jamais savoir si on est en train de réduire un tiroir postérieur ou si on est en train de créer un tiroir antérieur. En revanche, le signe de Lachman, pathognomonique, donc on se met à 10 degrés de flexion du genou et on teste, on recherche un tiroir antéro-postérieur.
Le jerk test, donc c'est le signe de l'association ligamentaire avec une lésion ligamentaire interne et une lésion du croisé antérieur. C'est un ressaut en rotation, flexion, adduction. Voilà, donc c'est des mots-clés qui peuvent rapporter des points sur les recherches de lésions du LCA. On recherche une lésion du LCP. C'est pauvre, hein, l'examen clinique de la recherche de lésion du LCP. C'est pauvre parce qu'on a que le tiroir postérieur qui soit valable. En revanche, les lésions du LCP, en général, à chaud, c'est parfois associé à des luxations du genou, des luxations postérieures du genou. Et là, évidemment, si vous avez un malade qui arrive avec un genou luxé ou avec une notion de luxation postérieure de genou qui aurait été réduite, vous suspectez fortement une lésion du LCP. C'est un argument anamnestique qui est beaucoup plus important que cet argument physique assez pauvre. Vous cherchez bien sûr des lésions des ligaments latéraux, c'est les plus fréquentes, pas quand il y a une hémarthrose associée, puisque ça signe qu'il se passe quelque chose dans le genou, mais dans les entorses bénignes du genou, c'est les ligaments latéraux, internes ou externes, donc ça se cherche à 10 degrés de flexion, puisque c'est la position de fonctionnement des ligaments latéraux, c'est pas en extension complète, c'est à 10 degrés de flexion, une petite flexion du genou, et on fait des mouvements de varus valgus forcés, on regarde s'il y a des laxités, s'il y a des reproductions de la douleur. Ensuite, on cherche des lésions méniscales, donc par le grinding test, maladie de cutis ventrale avec la jambe pliée, et douleur à la compression, en rotation, et le cri méniscal de Houdard. Voilà pour les recherches de lésions ligamentaires et lésions méniscales. Donc c'est vraiment systématique, l'examen d'un genou, ça se fait sous cortical. On cherche croisé antérieur, croisé postérieur, ligaments latéraux, ménisques, sans même réfléchir. Et ensuite, on évalue le retentissement. Alors, la stabilité de l'appui monopodal, est-ce qu'il tient sur un pied? L'évaluation de la marche. Donc ces deux éléments-là, donc l'évaluation de la marche, ça va permettre de voir s'il boite ou pas. Ces deux éléments-là, donc l'appui monopodal et la marche, ça va permettre d'envisager un sevrage en HBPM. Il arrive qu'au bout du 10e jour, le malade ne puisse toujours pas appuyer et ne puisse toujours pas marcher. Auquel cas, on ne peut pas le sevrer en HBPM. Il faut continuer les HBPM, il faut continuer l'anticoagulation. Donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas vous contenter d'examiner un malade allongé. Il faut essayer de le voir fonctionner, de voir son genou fonctionner dans des conditions le plus normales possibles. Et on recherche évidemment des signes de phlébite. Là, on est dans un dossier qui part sur des complications thromboemboliques. On a un malade qui n'a pas pris son traitement. On s'inquiète de la présence de signes de phlébite. Un syndrome inflammatoire local, donc avec une grosse jambe rouge aiguë. Et en général, la fièvre. La fièvre, ça rapporte un point spécifique puisque les complications thromboemboliques, ça donne de la fièvre. Et qu'en consultation, même d'orthopédie, vous avez le droit de demander un thermomètre. C'est quelque chose d'assez important. Une perte du ballot du mollet, un signe de Homans positif. Et on cherche des signes d'EP. N'oubliez pas de chercher les signes d'EP, même si vous n'avez pas d'argument criant pour une phlébite. N'oubliez pas de les chercher. Là, vous avez clairement un tableau qui va partir vers des complications de ce type-là. Donc, vous ne pouvez pas oublier de le marquer. Mais dans la vraie vie, il faut aussi les chercher. Il faut interroger les gens dans ce registre-là. Est-ce qu'il a mal à la poitrine? Est-ce qu'il a du mal à respirer? Et puis, est-ce qu'il y a des signes de gravité de cette EP éventuelle? Donc, une tachycardie, puis des signes d'insuffisance cardiaque droit aiguë. Donc à la 5e question, là, c'est des questions, vous voyez, on peut très bien, en lisant l'énoncé, ramasser des points pour les questions précédentes. Donc c'est vraiment très, très important de bien penser à tout lire avant de commencer à répondre. Donc 5e question, le patient vous avoue ressentir quelques douleurs dans la jambe, mais bon, ça n'inquiète pas plus que ça. Et puis il dit qu'il crache un peu noir, mais qu'il fume 2 paquets par jour, 1 paquet par jour, et c'est probablement pour ça. Quel diagnostic suspectez-vous? Eh bien évidemment, une embolie pulmonaire, compliquant une thrombose veineuse profonde, du moins inférieur droit. Alors c'est vraiment une question... d'organisation EP, vous l'aurez tous mis. Compliquant une thrombose veineuse profonde, la plupart l'auront mis. Du membre inférieur droit, encore moins l'auront mis. Vous voyez que pour avoir tous les points, il faut vraiment les chercher. Et il faut être rigoureux, systématique. Et on ne se contente pas de jeter embolie pulmonaire. Voilà. On n'a pas d'argument ici pour dire si elle est grave ou pas grave. Il n'y a pas assez d'éléments dans l'énoncé. Donc on se contente de ça. Pourquoi? Parce que c'est un fumeur, un tabagisme actif, qu'il est dans un contexte d'immobilisation prolongée sans appui, qu'il a probablement pas pris son anticoagulation préventive. Il faut savoir que les piqûres, c'est vraiment pénible pour les gens. Donc, s'il doit à choisir ne pas prendre entre son Doliprane et son HBPM, en général, il fait pas les piqûres. Il prend son Doliprane parce que ça lui coûte pas grand-chose, mais les piqûres, c'est pénible. Il faut trouver l'infirmière, faire les plaquettes, etc. Donc, en général, s'ils ne font pas quelque chose, c'est les piqûres. Il a une douleur au mollet immobilisé et il a des crachats hémoptysiques. Donc, vraiment, c'est un tableau criant de vérité. Quels examens complémentaires demandez-vous pour étayer votre suspicion clinique en justifiant et en argumentant la démarche diagnostique? Alors, on est dans le cadre d'une recherche d'embolie pulmonaire. On va faire un bilan paraclinique d'embolie pulmonaire. On fait un électrocardiogramme, évidemment, ça vous pouvez pas l'oublier. On cherche des signes d'EP. On va voir évidemment à la fin que tous ces examens peuvent être normaux. C'est d'ailleurs le propre de l'embolie pulmonaire. Enfin, vraiment, il y a très souvent aucun argument jusqu'à la confirmation certaine sur les examens de routine qui nous permettent de porter le diagnostic. Donc, à l'ECG, on va chercher des signes spécifiques d'embolie pulmonaire.
à savoir le fameux S1Q3, le bloc de branche droite, des élévations axiales droite, et on va chercher des signes de gravité de l'embolie pulmonaire, des troubles de conduction, des tachycardies, et ça va aussi nous permettre d'éliminer des diagnostics différentiels. C'est important devant une douleur thoracique et devant des crachats optiques. Il faut voir s'il n'y a pas autre chose cardiogénique, un OAP ou des choses comme ça qui peuvent être le signe d'une décompensation cardiaque. Donc il faut y penser. La radio de thorax, de face, les signes d'embolie pulmonaire de thorax de face, bon, évidemment peut être normal également. C'est la surélévation de la coupole, l'infarctus pulmonaire, donc qui est triangulaire à base périphérique, la pleurésie, un petit épanchement pleural, une atélectasie, et puis la radio de thorax aussi permet d'éliminer un diagnostic différentiel. Vous voyez, ça ne vous rapportera probablement pas des points de le dire à chaque fois, mais bon, mettez-le systématiquement. C'est quand même un réflexe à prendre. Les gaz du sang avec le fameux effet Schoen gazométrique, donc c'est hypoxémie et hypocapnie avec une somme ou de plus PaCO2 inférieure à 120. Donc ça, c'est les arguments gazométriques de l'EP. Voilà pour les examens de routine. Et ensuite, alors ça c'est très important, dans ce contexte-là, où on suspecte vraiment fortement une phlébite compliquée d'embolie pulmonaire, on commence par l'échographie Doppler des membres inférieurs. On commence avant l'angioscanner pour confirmer la thrombose veineuse profonde et en évaluer la localisation et l'étendue. Si jamais l'échographie est normale, dans ce contexte de forte suspicion clinique d'embolie pulmonaire, si l'échographie est normale, ça suffit à porter le diagnostic d'EP. Voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin dans la démarche. On sait qu'il a des signes cliniques d'EP, douleur thoracique dyspnée ou en tout cas crachat optique. On sait qu'il a une phlébite confirmée par un Doppler. On peut s'arrêter là. Il faut vraiment dire que ça peut suffire au diagnostic. Évidemment, vous devez parler de l'angioscanner pulmonaire parce qu'on n'a pas d'indication sur la positivité ou pas du Doppler dans le dossier. Donc l'angioscanner pulmonaire, il est fait toujours après vérification de la fonction rénale. C'est quelque chose qui amuse beaucoup les radiologues. Ils ont souvent des gens qui leur envoient des malades. Fais-moi un angioscanner, il a eu probablement une EP. Et c'est un très bon moyen pour eux de gagner 2 heures. Ah oui, t'as fait une fonction rénale? Ah non, j'ai oublié. Ok, bah tu me rappelles quand tu l'as. Bon bah voilà, c'est très bien. Donc gagnez du temps, faites vos bilans biologiques et vérifiez la fonction rénale pour voir si on peut injecter ou pas le scanner. Évidemment, il faut calculer la clairance. C'est très important, hein. Vraiment, même en pratique clinique, il faut le faire. Ça permet, l'angioscanner pulmonaire, d'affirmer le diagnostic si c'est positif, mais malheureusement, c'est un examen qui est limité à l'intersegmentaire. Ça peut pas permettre de voir les petites embolies pulmonaires distales. Évidemment, particulièrement dans le cadre de l'embolie pulmonaire où c'est souvent le cas, tous ces examens peuvent être négatifs. Tous peuvent être négatifs, même l'angioscanner, comme on l'a dit, sans éliminer l'EP avec certitude. Là, on partira vers d'autres examens complémentaires, mais vraiment, tous ces examens peuvent être négatifs. Et ça ne doit pas retarder le traitement, parce que vraiment, on a un tableau clinique qui est archi criant de vérité. En pratique, si vous avez en consultation comme ça une patiente qui vient avec un tableau d'EP, vous pouvez commencer par lui injecter des anticoagulants efficaces directement en consultation. Alors, pour avoir le droit de mettre des SGBPM en thérapeutique de l'embolie pulmonaire, il faut que ce soit une forme non grave, donc il y a un certain nombre de critères, mais si la forme s'y prête, vraiment, ça se fait tout de suite. On ne retarde pas le traitement de l'EP pour faire pléthore d'examens. On n'attend pas l'échographie, le surlendemain, etc. On traite tout de suite. Les dédimères, dans ce contexte-là, aucun intérêt, parce que c'est un patient qui a plus de 60 ans. D'ailleurs, le laboratoire ne vous les fera même pas. Question 7, le diagnostic est confirmé. Il s'agit d'une forme non compliquée. Détaillez donc votre traitement. Donc là, on est dans le traitement d'une EP non compliquée. Là, c'est une urgence thérapeutique, évidemment, une urgence vitale même. Arrêt immédiat, total et définitif du tabac. C'est quelque chose que vraiment vous êtes obligé de mettre dans un dossier chez un fumeur. C'est-à-dire que même si jamais il n'y a aucune question en rapport avec le fait qu'il fume, même si jamais il y a juste une question de traitement d'une entorse de cheville ou je ne sais quoi, toujours, si on vous dit que le malade fume, vous mettez sur votre bourdon, vous mettez à côté ou dans un coin de votre tête, arrêt du tabac. C'est obligé, c'est un point qui sera toujours bon à prendre. Arrêt immédiat, total et définitif du tabac. Surtout dans ce contexte thromboembolique, là c'est vraiment un pas misérable. On hospitalise, l'embolie pulmonaire ça s'hospitalise quand même, un milieu spécialisé, on fait un conditionnement satisfaisant, c'est-à-dire repos au lit strict, la voie veineuse périphérique, on lui met de l'oxygène, c'est important de ne pas oublier l'oxygène dans les EP, c'est pas juste un détail, c'est important. Les antalgiques parce que ça fait mal. Et le traitement anticoagulant à dose curative. C'est une forme non grave, on peut utiliser une HBPM en l'absence de contre-indication. Par exemple ici c'est l'Inoep qui a la MM dans ce traitement-là, donc c'est la tinzaparine, en action sous-cutanée. On mesure l'activité anti-10 A pour voir si on est efficace et on fait un relais AVK précoce. Le relais AVK précoce, ça veut dire qu'on commence tout de suite les AVK. Comme ça, on peut arrêter le plus tôt possible les HBPM. On les arrête après un INR en zone efficace 2 jours de suite. Donc on fait en fait un INR quotidien
après introduction des AVK, à partir du 2e jour. Et ensuite, dès qu'on a un INR en zone efficace 2 jours de suite, on peut arrêter les HBPM. On est en traitement efficace simplement par les AVK. Pourquoi on préfère les AVK que les HBPM? Parce que les AVK, c'est des comprimés. Et les comprimés, c'est moins compliqué que les piqûres. Ça fait moins mal. Et vu que le patient il n'aime pas trop les piqûres manifestement, vraiment, c'est important. Traitement anticoagulant, c'est 6 mois minimum. Et ensuite, il y a le traitement de la phlébite, enfin en tout cas le traitement de la maladie veineuse sous-jacente. On surélève les jambes, on met des bas de contention à vie. Les bas de contention élastique, c'est à vie, hein, vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans ce traitement-là. Et on surveille. Alors juste pour vous dire, vous voyez, il ne faut pas oublier, quand vous répondez à une question de traitement, d'être hyper synthétique, hyper hiérarchique et hyper organisé. Là, la question, elle est... vous voyez, la réponse, la partie réponse, elle est organisée d'abord sur le conditionnement, ensuite sur le traitement de l'EP, ensuite sur le traitement de la phlébite et la surveillance. On est organisé, on n'oublie rien. C'est comme ça que ça fonctionne. On surveille l'efficacité du traitement. C'est important. ECG, radiothorax, gaz du sang, évidemment. On fait systématiquement une scintigraphie de contrôle. C'est dans les recommandations. Dans une embolie pulmonaire, au 10e jour et au 3e mois, vous devez systématiquement faire une scintigraphie de contrôle pour évaluer l'évolution. Et on surveille évidemment la tolérance du traitement, parce que c'est un traitement qui a des complications iatrogènes sévères et fréquentes. D'abord les plaquettes dans le cadre du traitement HBPM, et ensuite la surveillance de l'INR, donc le traitement par AVK. Donc on le fait 3 fois par semaine pendant une semaine, ensuite 2 fois par semaine pendant 2 semaines, 1 fois par semaine pendant 3 semaines, et puis tous les mois. Et on recherche évidemment des complications hémorragiques, puisqu'il est sous antivitamine K, c'est important. Donc ce qu'il faut retenir dans ce dossier, qui est un dossier quand même transversal qui passe de l'orthopédie à la cardio-pneumo, c'est d'abord, dans le cadre du genou, et dans le cadre de toute traumatologie, on ne fait pas d'examen dynamique avant d'avoir une radio. Ne commencez pas à mobiliser un genou qui vous paraît gravement traumatisé si vous n'avez pas la certitude radiologique qu'il n'y a pas de fracture. Vous allez déplacer des fractures, vous allez faire mal au malade. Donc vraiment, il n'y a aucun intérêt à faire un examen dynamique avant des clichés radiologiques. Et c'est à la fois criminel et je crois que vraiment c'est quelque chose qui est inutile de faire subir au malade. Donc pas d'examen dynamique avant la radio. Le choc rotulien est le signe d'une hémarthrose. Ça, vraiment, hein, c'est un élément clinique que vous devez en permanence avoir en tête. Quand vous serez atteint d'orthopédie et qu'on vous parlera d'un traumatisme du genou aux urgences, la première question que vous poserez à l'urgentiste, c'est est-ce qu'il a un choc rotulien. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous donne une idée de la gravité immédiatement. Choc rotulien égale hémarthrose, hémarthrose égale fracture ou entorse grave. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire que s'il y a une hémarthrose, il y a une fracture ou une entorse grave. S'il y a une fracture ou une entorse grave, il y a une hémarthrose. Et donc un choc rotulien. C'est vraiment sous-cortical, ça fonctionne comme ça. Ensuite, il faut penser toujours, quand vous immobilisez, à anticoaguler. Immobilisation égale anticoagulation. Voilà, ça rime, c'est important de ne pas l'oublier. Les dédimères. Alors, les dédimères, c'est un examen extrêmement embêtant, parce que il est souvent prescripteur à travers. Vous ne devez retenir les dédimères que pour une chose. C'est leur valeur prédictive négative. Les dédimères, ça permet juste d'affirmer qu'il n'y a pas de problème thromboembolique s'ils sont négatifs. Tout le reste, ça ne marche pas et ça ne sert à rien. Les dédimères n'ont un intérêt que dans la valeur prédictive négative. Et donc on les fait que quand on a une suspicion qui est faible ou que, en tout cas, on a un patient qui s'y prête. Par exemple, un jeune de 20 ans ou en tout cas quelqu'un de moins de 60 ans qui aurait des douleurs thoraciques qu'on n'étiquette pas bien. Vraiment, il faut savoir que c'est un mauvais examen en termes de spécificité. La scintigraphie pulmonaire, ça a une valeur prédictive négative qui est supérieure à la valeur prédictive positive. C'est-à-dire que en cas de scintigraphie normale, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire de manière plus aisée qu'on peut affirmer qu'il y a une embolie pulmonaire quand la scintille n'est pas normale. Donc elle a indiqué s'il y a une forte suspicion clinique d'embolie pulmonaire. L'angiographie, alors l'angiographie pulmonaire, c'est le gold standard, c'est très sensible, très spécifique, très bonne valeur prédictive négative et positive. Mais c'est un examen qui est extrêmement invasif, donc c'est vraiment en ultime dernière cours. Je ne vous souhaite pas d'en avoir besoin. En général, on y arrive très bien sans aller jusqu'à l'angiographie pulmonaire. Une phlébite confirmée par échographie suffit à affirmer une embolie pulmonaire si la suspicion clinique est présente. N'oubliez pas vos scintigraphies de contrôle au 10e jour et au 3e mois dans les embolies pulmonaires, ce serait important. Et ensuite, n'oubliez pas de garder dans un coin de votre tête que la thrombose chez un homme de plus de 50 ans, c'était pas le contexte de ce dossier-là, mais la thrombose chez un patient de plus de 50 ans doit vous faire rechercher un cancer jusqu'à preuve du contraire. Le cancer, c'est prothrombogène de manière extrêmement importante. Voilà donc ce qu'il fallait retenir, et voilà les items en référence dans ce dossier.